RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Votre invité ce matin, Elisabeth, Philippe Germain, le président du gouvernement. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous rentrez tout juste du Vanuatu. Et c'est quand vous étiez à Port-Vila qu'on a découvert ce post sur votre page Facebook qui annonce quoi alors? Un retrait, un recul de la vie politique? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? J'arrive à la fin de mon mandat. J'étais venu pour une mission bien précise qui m'avait été confiée. C'était de redresser les comptes de la Nouvelle-Calédonie, de mettre en œuvre l'agenda économique, social et fiscal, et puis faire évoluer le modèle économique calédonien. Ce qui n'était pas prévu, c'était cette terrible crise du nickel que l'on a subie. On a, avec notre gouvernement, porté beaucoup de réformes. On a effectivement, et je pense surtout au niveau économique, commencé à faire évoluer le modèle pour qu'il soit plus endogène, qu'il soit plus adapté aux spécificités calédoniennes. Donc on a porté les réformes fiscales. En 2011, il y avait un agenda des accords économiques et sociaux, mais il y avait eu une délibération du Congrès qui annonçait la mise à plat de l'ensemble de la fiscalité, ce qui faisait une instabilité fiscale. On a porté les réformes. On a fait le travail qui était le nôtre. Mission accomplie, c'est votre impression? Pas totalement, puisqu'on n'a pas pu tout faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire et il faudra encore plusieurs mandats pour continuer à réformer le pays. Mais pourquoi on était venu a été fait. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette annonce sous cette forme-là? Et pourquoi à ce moment-là vous pouviez attendre le 12 ou le 13 mai? Parce que c'était le bon moment pour moi. On rentre dans la dernière ligne droite de la campagne. Les listes électorales vont sortir. Et il fallait que moi je prenne ma décision, que je prenne position et que je l'annonce. Parce que vous ne serez pas candidat sur une liste provinciale. Non, je ne serai pas sur la liste, même si je reste très attentif à la vie politique. J'ai quelques idées, mais je ne serai pas sur la liste et candidat à la présidence du gouvernement. Alors certains disent que vous partez parce que Calédonie Ensemble ne veut pas assumer votre bilan et a peur que ça le pénalise pendant la campagne. C'est pas vrai? Il y a toujours des mauvaises langues pour dire beaucoup de choses. Si vous prenez notre programme, vous verrez que le bilan est assumé puisqu'il fait partie de notre programme. On est dans la continuité, on a une ligne politique, on a une vision pour la Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit d'un point de vue institutionnel et politique ou d'un point de vue économique, social et environnemental. Donc on est dans la continuité, il faut relancer avec un nouveau programme, avec des nouveaux objectifs à partir du constat qui est fait chaque année et au terme d'un mandat, mais nous assumons bien entendu ce que nous avons fait, sinon nous ne l'aurions pas fait. Et vous allez participer à la campagne provinciale de Calédonie Ensemble, même si vous n'êtes pas candidat? Oui, bien sûr, je vais soutenir Calédonie Ensemble et sa liste pour qu'elle ait toutes les chances de gagner ces élections. Vous nous retraciez rapidement au début de cet entretien votre ordre de mission, en quelque sorte. Votre bilan aujourd'hui, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier après ces 4 ans passés à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est d'avoir redressé les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Quand on est arrivé, il y avait 10 milliards de déficit, 6 milliards sur les régimes sociaux, 4 milliards sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc il fallait le faire, ça s'est fait sans difficulté, sans grève. On a fait plus d'une dizaine de milliards d'économies. Le gouvernement a réduit son train de vie de manière significative. Le gouvernement dépensait 1,2 milliard. Quand je suis arrivé, il en dépense moins de 700 millions aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie dépensait 52 milliards, elle en dépense plus que 38 milliards. Et puis bien sûr, c'est lancer les grandes réformes économiques pour que on produise localement notre énergie, pour qu'on produise localement ce que l'on consomme. Pour être moins dépendant de l'extérieur. Je rappelle que nous créons 1000 milliards de richesses
richesse, tout au moins sur la base de 2017. Et il y a 150 milliards qui quittent le territoire, 150 milliards de richesses créées qui quittent le territoire parce que nous sommes trop dépendants de nos importations. Les comptes sociaux sont toujours dans le rouge, ça c'est c'est un problème qui reste à régler aujourd'hui? Pas tous les comptes sociaux, puisqu'effectivement tous étaient dans le rouge quand je suis arrivé, mais le minimum vieillesse et le minimum retraite a été sauvé, les allocations familiales de solidarité, l'aide au logement, le régime handicap, tous ces régimes étaient en faillite. En 2014, ils ne le sont plus. Le RUAM n'est pas totalement réglé aujourd'hui. On a pris une réforme de fond, c'est pas moi qui ai mené cette réforme, c'est ma collègue Valentine Ruissouquet, pour nous permettre à la fois de réformer le modèle de santé, pour passer d'un modèle de soins à un véritable modèle de santé, où on fait en sorte de garder les Calédoniens le plus longtemps en bonne santé, et puis une réforme de la gouvernance qui reste à mettre en place. C'est une réforme qui ne pouvait pas être portée sur la dernière ligne droite du mandat, parce que c'est une réforme qui bouscule les habitudes et qui devra être portée sur le prochain mandat et qui va permettre de réguler la dépense, parce que notre problème, c'est pas tant les recettes, c'est la maîtrise de la dépense. La mise en œuvre de la TGC, c'est aussi l'un des dossiers emblématiques de ces dernières années. Oui, c'est un dossier difficile, c'est un dossier dont j'ai hérité, puisque il fait partie des accords économiques et sociaux, il fait partie du protocole pas forcément favorable de fin de conflit. J'étais pas un fan, par contre, il faisait partie de notre héritage, la continuité des institutions. On s'était mis d'accord avec les partenaires sociaux en disant si on met cette réforme, c'est pour aboutir à minima à une non-inflation et dans certains secteurs à une baisse des prix. Vous le savez, ça n'a pas été simple, mais moi j'ai souhaité que chacun respecte ses engagements. J'ai respecté mon engagement en mettant en place cette réforme et en faisant en sorte que sur les produits sur lesquels on s'était mis d'accord pour qu'il y ait une baisse, c'est-à-dire les produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène et pièces d'automobile, les prix baissent et aujourd'hui on voit des baisses significatives, tout au-dessus de 10% sur le panier de la ménagère. Même si ce sont des chiffres qui sont encore contestés aujourd'hui, notamment à l'occasion de la campagne provinciale. Oui, mais c'est l'opposition qui conteste. Les chiffres de l'ISEE sont tout à fait clairs, les chiffres de la DAE sont tout à fait clairs. On a une baisse de 10 à 13% sur l'alimentaire, de 14% sur l'hygiène et entretien, de 16% sur les fruits et légumes et de 15% sur les pièces détachées, c'est indiscutable. Le fait que le Conseil constitutionnel ait validé la réglementation des prix et des marges, même si 2 dispositions ont été retoquées, ça vous satisfait ? Oui, c'est une disposition mineure qui a été retoquée. Le principal a été validé, à savoir que l'ensemble des entreprises devaient garder, à l'occasion du passage à la TGC, leurs anciennes marges et pas les augmenter pour pas capter les taxes supprimées, et que dans le panier de la ménagère et les pièces détachées que j'ai déjà citées, qu'on puisse fixer des marges maximum. Ce que l'on a fait et ce qu'a validé le Conseil d'État. Ce que le Conseil d'État n'a pas validé, c'est la capacité à revenir... Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, pardon. C'est de revenir sur la réglementation des marges en valeur en cas de dérapage excessif, mais qui n'est pas utilisée par le gouvernement et qui était une réglementation dissuasive. Ces dernières années et tout au long lors de la mise en œuvre de ces réformes, on vous a beaucoup reproché votre manque de concertation, notamment de la part des partenaires sociaux, syndicats et patronat. Vous reconnaissez que vous avez un peu péché dans ce domaine ? Vous avez voulu aller passer en force parfois ? Non, j'ai jamais eu la volonté de passer en force. Par contre, on s'est fixé un agenda économique, social et fiscal. On a une déclaration de politique générale. Il y a toujours un temps pour la concertation et puis il y a un temps pour la décision et puis l'action. Donc j'ai toujours mené la plus large concertation possible, mais quand on réforme, quand on veut faire bouger le pays, y compris à la demande des partenaires sociaux, à un moment, il faut trancher et quand on n'arrive pas au consensus, eh bien forcément que
ceux qui ne sont pas satisfaits contestent. Mais le principal est que les réformes qui ont été prévues, parce que je rappelle qu'elles ont toutes été prévues dans l'agenda économique, social et fiscal, qu'elles ont été signées par l'ensemble des partenaires sociaux et par la quasi-totalité des groupes politiques du Congrès. Donc ensuite, il faut les mettre en œuvre. Pas de mea culpa, donc pas de regret dans la manière dont vous avez géré les choses. Bien sûr, on peut toujours faire mieux et j'aurais préféré avoir l'adhésion totale des partenaires sociaux. Mais je rappelle que là où la crispation a été importante, c'est sur la TGC. Sur les réformes fiscales, l'ensemble du patronat les a soutenues, et y compris les organisations syndicales. Sur la TGC, les syndicats voulaient la TGC pour faire baisser les prix, le patronat voulait la TGC pour gagner en compétitivité. Il fallait donc s'assurer que les deux fonctionnent. Sur la dernière ligne droite, parce que la crise du nickel était passée par là, parce que il y a toujours une forme de politisation aussi dans la vie calédonienne, y compris des partenaires sociaux. Eh bien, certains ont voulu abandonner des objectifs, et notamment celui de la baisse des prix. Mais pourquoi aurions-nous changé la fiscalité? Pourquoi serions-nous passé à un système de TVA, de TGC, si c'est pas pour améliorer la compétitivité de l'économie et le pouvoir d'achat des Calédoniens? Ça n'aurait eu aucun sens. Alors vous rentrez du Vanuatu, où vous n'avez pas pu signer l'accord commercial que vous étiez venu paraffer. Ça vous a déçu, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la faute de qui? C'est Port Vila, c'est Paris, c'est Nouméa qui a manqué assez de voir? Non, c'est la faute de notre ambition. Avec le Premier ministre, on voulait aller vite. On s'est rencontrés en février. On a finalisé, entre guillemets, la négociation de cet accord commercial. On s'était fixé un objectif de dire, eh bien, à l'occasion de la commission mixte qui s'est tenue vendredi dernier à Port Vila, qui était prévue de longue date, on signera l'accord commercial. Ça nécessite différentes autorisations. Il a fallu que je sollicite l'autorisation du Congrès, ce que j'ai obtenu. Il fallait que le Vanuatu obtienne aussi les validations de ses institutions et notamment du gouvernement, qui est un gouvernement aussi de coalition, et c'est pas simple. Et il fallait que j'obtienne toutes les garanties et toutes les autorisations de la part de l'État, puisque un accord commercial touche aussi notre relation, c'est un peu technique, avec l'Europe. Donc du côté du Vanuatu, ils sont pas tout à fait prêts, et l'État non plus. Donc on a convenu qu'on essaierait de faire ça la semaine prochaine ou la semaine suivante, une fois qu'on aura les dernières validations. Autre rendez-vous, demain, le gouvernement doit examiner la demande d'exportation de la SLN. Vous allez l'autoriser? Écoutez, en tout cas, j'espère. Pour notre part, le groupe Calédonie Ensemble votera en faveur de ces autorisations. C'est un nouveau modèle économique qui permet à la SN de valoriser le petit minerai qui jusqu'à présent était stocké. Donc il n'y a pas de raison de ne pas autoriser ces exportations. Donc nous irons dans ce sens-là, et j'espère que nous aurons l'ensemble des membres du gouvernement qui seront présents, et surtout qu'on ait une majorité. Ces demandes d'exportation, même si le contexte n'est pas le même, ça avait été l'une des raisons du blocage des rouleurs. Ça aussi, c'est l'un des moments forts de votre présidence? Non, ça, c'est pas le même sujet, ça n'a rien à voir. En 2015, pour la première fois, des demandes étaient faites d'exportation à destination de la Chine. C'est pas ce que nos textes prévoyaient, c'est pas ce que souhaitaient les trois provinces, et qu'il était nécessaire qu'il y ait de la concertation et qu'un consensus soit trouvé entre les formations politiques, et que c'était pas les mineurs qui pouvaient seuls décider de modifier le schéma de mise en valeur minier. C'est ce qui nous a conduit au conflit et qui est maintenant derrière nous. Alors qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour essayer de sauver la SLN? Complètement, il faut sauver la SLN, il faut soutenir nos métallurgistes qui ont tous des difficultés. On a vécu une révolution sur le secteur du nickel avec l'entrée en production d'unités chinoises à très faible coût.
tous nos fondamentaux ont changé. On a 3 usines qui perdent de l'argent. Il faut donc pouvoir les soutenir, soutenir KNS, Vale, SLN, soutenir notre activité minière et métallurgique de manière générale dans cette période qui est très difficile et qui a eu un impact sur toute l'économie. Rappelons que tout le monde, tous les constats disent que la Calédonie est très dépendante ou trop dépendante de son secteur du nickel. On a vécu une crise comme on ne l'avait pas vécue depuis les années 70, qui n'est pas terminée, parce que c'est même pas une crise, c'est une révolution économique sur le secteur du nickel. Donc il faut accompagner nos entreprises en attendant d'y voir plus clair. Pour conclure, vous avez donc annoncé votre recul de la vie politique. Après le 12 mai, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pas mal d'idées en tête, mais on verra à ce moment-là. C'est épuisant d'être président du gouvernement? C'est passionnant, mais c'est vrai que c'est épuisant parce que vous êtes sur le qui-vive en permanence et plus on ira dans le temps, plus ça sera ainsi. C'est que vous êtes responsable de tout et vous devez essayer de trouver une solution à tous les problèmes et dans l'urgence. Et effectivement, de ce côté-là, c'est épuisant puisque président du gouvernement, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24 et au bout de 4 ans, c'est lourd à porter effectivement. Vous vous sentez un peu soulagé aujourd'hui? Il n'y a plus que 4 semaines à tenir? Oui. Enfin, un peu plus le temps de la formation du prochain gouvernement. Oui, j'ai la pression qui retombe, mais encore une fois, j'ai été vraiment passionné de faire cette mission. C'était un honneur pour moi. Travailler pour son pays, c'est ce que j'ai toujours souhaité faire à mes différentes fonctions, et cette fonction de président du gouvernement est vraiment la plus belle, même si c'est la plus compliquée. Philippe Germain, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.